France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Alors nous allons nous tourner vers un petit pays du Caucase qui intéresse Moscou au plus près, la Géorgie et ses 3,7 millions d'habitants qui est en ébullition depuis des mois suite au tournant pro-russe opéré par le parti au pouvoir Rêve géorgien. Des centaines de milliers de manifestants lui reprochent cet éloignement de l'Union européenne et aussi d'avoir truqué les législatives d'octobre dernier. Un ancien joueur de football professionnel connu pour ses diatribes anti-occidentales a d'ailleurs été investi président fin 2024 par un collège électoral constitué du seul Rêve géorgien pour succéder à Salomé Zourabichvili, qui le qualifie d'ailleurs d'illégitime. Elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Alors, comment dois-je vous appeler d'ailleurs? Madame la Présidente, Madame la 5e Présidente de Géorgie. Si vous voulez un numéro, vous pouvez, mais je conserve le titre de Présidente. Ça, c'est à vie de toute façon. Et en outre, effectivement, je suis aujourd'hui la seule institution légitime qui reste dans ce pays, puisque toutes les autres institutions ont été accaparés par un parti et par un homme. C'est un parti unique qui est au pouvoir. Je rappelle que vous êtes née à Paris, dans une famille de réfugiés géorgiens qui avaient fui les bolcheviks après une carrière de diplomate française et géorgienne bien remplie. Vous avez été élue présidente en 2018 avec le soutien du fameux parti géorgien que vous jugez aujourd'hui trop proche de la Russie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, en janvier 2025, dans ce pays ? Alors, en janvier 2025, comme en novembre 2024, depuis les élections qui ont été complètement fraudées et avec beaucoup de rôles, et on y reviendra dans ces élections, de l'influence russe, le gouvernement qui en est issu a pris le 28 novembre, donc un mois juste après les élections, une décision qui a véritablement révolté la population parce que ce gouvernement a, sans mandat, décidé de suspendre, de stopper jusqu'à 2028, dit-il. Après, ils ont rajouté 2028, mais en réalité, pour tout le monde, pour nous comme pour les Européens, ça a été compris comme étant « je tourne » vers Moscou. Ce qui était la tendance déjà suspendu assumée. Les négociations d'adhésion avec l'Union européenne qui étaient ouvertes. Suspendu la marche européenne de la Géorgie, qui, quand même, il faut le rappeler, a obtenu le statut de candidat un an avant, attendait l'ouverture des négociations d'adhésion proprement dites, de la même façon que l'Ukraine et la Moldavie. Et au lieu de ça, c'est on stoppe tout. Et ça a été très apprécié par notre voisin russe. Moscou a dit, c'est très bien, vous vous comportez très bien. En revanche, la population géorgienne a dit, pas question. Depuis 30 ans, la population géorgienne se prononce à 80% pour cette voie européenne, pour la poursuivre et arriver finalement au bout de ce cheminement. Et devant cette décision de renverser le cours de la politique extérieure, la population est descendue dans la rue et elle n'en remonte plus. Alors après la désignation du fameux candidat pro-russe de Rêve géorgien, un ancien footballeur, Mikhail Kavelashvili, au poste de président le 14 décembre, vous protestez, on vous fait quitter le palais présidentiel. Qui est cet homme et pourquoi vous ne reconnaissez pas cette élection ? Ce n'est pas moi qui ne reconnais pas l'élection, c'est la population qui est dans la rue, dit « rendez-moi ma voix et rendez-moi mon futur européen ». Ces élections ont été volées, il y a eu une manipulation très générale, globale, dans laquelle l'ingérence russe est très claire. Et ceux qui ne l'ont pas vu tout de suite, quand on voit ce qui se passe en Roumanie, quand on voit ce qui aurait pu se passer en Roumanie, Moldavie. Une élection qui a été tronquée via TikTok. Nous, c'est l'électronique. Mais vous dites avec des trolls russes là, qui sont intervenus. Nous, on a eu des trolls russes, mais on a eu surtout la manipulation du vote électronique
qui demandait une très grande sophistication, une pré-planification. Il y a eu l'utilisation de call centers. Enfin, tout ça était... L'OSCE a dit qu'effectivement, les élections n'étaient pas équitables, mais est-ce que ça aurait changé le résultat? 54%, c'est quand même le score important du rêve géorgien, mais vous pensez qu'il n'est pas mérité? On a connu des fraudes dans ce pays depuis plusieurs décennies. Il y a toujours eu ce que j'appelais les fraudes normales, mais là, il y a eu une fraude massive, très sophistiquée. Il y a eu des propagandistes et des spécialistes des élections qu'on a vu dans d'autres pays d'Europe centrale, russes, qui étaient présents depuis plusieurs mois en Géorgie. Sur la base de ces élections, le Parlement a été convoqué de façon non constitutionnelle, puisque j'étais la seule autorité autorisée par la Constitution à convoquer la première session du Parlement. Nous avions introduit, moi d'un côté, les partis politiques de l'autre, un recours au Conseil constitutionnel, que le Parlement n'a pas le droit d'être convoqué tant que le Conseil constitutionnel n'a pas tranché, ce qu'il n'avait pas fait. Donc doublement inconstitutionnel. Mais en réalité, tout ce qui déclenche la vraie colère, je dirais, de la population géorgienne, c'est la décision du 28 novembre, c'est de tourner le dos à l'Europe, d'élire un président avec une élection à parti unique, parce qu'il n'y a pas d'autres partis présents au Parlement, de quelqu'un qui ne représente rien, sinon cette voix pro-russe. Est-ce que l'opposition boycotte le Parlement? Soyons précis. Depuis les élections. Alors, une cinquantaine de manifestants sont déjà derrière les barreaux qui font l'objet de poursuites pénales. Les manifestations s'essoufflent et les opposants sont emprisonnés de façon un peu systématique. Oui, d'abord, je ne dirais pas que les manifestations s'essoufflent. Ça dépend un petit peu des jours. Effectivement, il n'y a pas une stabilité. C'est des manifestations humaines. Elles se sont déroulées par des grands froids au mois de décembre. Et la détermination de cette population qui manifeste est totale, parce qu'il n'y a pas de chemin en arrière. Vous avez raison de dire que les répressions s'accentuent. Il y a une politique d'intimidation. Il y a quelques jours, c'est l'ancien Premier ministre qui a été battu en plein hôtel Sheraton à Batumi, donc dans la troisième ville du pays, qui a été ensuite convoqué pour un interrogatoire, qu'on menace de poursuites criminelles. Donc ça touche tout le monde, des artistes populaires pour montrer que voilà, personne n'est épargné, même si on est très connu, même si on est très soutenu par la population. Des amendes pour tout le monde, parce que les caméras ont photographié tous les participants. Et vous n'avez pas peur de retourner là-bas? Mais j'ai pas plus peur que mes concitoyens qui sont dans la rue tous les soirs et qui vont y rester pour la seule raison que c'est existentiel pour les Géorgiens. Ça ne serait que les élections, probablement que le mouvement s'essoufflerait. Comme il s'agit de savoir si on va vers la Russie, si on retourne au système bolchevique, qui est un modèle qui est en train d'être mis en place, ou si on continue, ou on revient à la voie européenne, là, c'est ce que la Géorgie a fait depuis des siècles. Quand il s'agit de son existence et de son indépendance, elle résiste jusqu'au bout. Il faut quand même comprendre que l'économie de votre pays est très dominée par des oligarques qui ont fait fortune après l'ère soviétique en commerçant avec la Russie. C'est le cas d'ailleurs de Bizdina Ivanishvili, le milliardaire qui tire un peu toutes les ficelles du fameux parti Rêve géorgien, dont la fortune estimée à 5,5 milliards dépasse le budget de la Géorgie, votre pays. Il a un rôle clé dans l'équation. Il faut s'intéresser à lui de plus près, peut-être le sanctionner? Il est déjà sanctionné par les Américains. Et c'est ça qui commence à ébranler le régime. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pessimiste. Ce régime, il est complètement refermé sur lui-même. Ils ne sortent pas dans la rue. Ils tiennent des réunions derrière des portes closes et ils ne gouvernent plus. Il n'y a pas de décision qui soit prise, à part les décisions de répression. Ivanishvili vient d'être sanctionné par les Américains, ce qui commence à créer sinon des remous, de la nervosité en tout cas, dans le premier cercle de ceux sur lesquels il repose, qui sont les hommes d'affaires, oligarques ou non, qui sont associés au pouvoir, parce que M. Ivanishvili a des parts dans pratiquement tous les grands business géorgiens. Et quand on connaît le système des sanctions, ça veut dire que tout le monde peut être associé à Ivanishvili et par conséquent indirectement
sanctionné. Donc il ça n'est pas commence à bouger. sanctionné par les Européens dans leur ensemble. Les pays baltes seulement. Non, il a la les nationalité française. Mais vous savez, dans cette affaire, c'est les sanctions américaines qui sont les plus importantes parce qu'elles s'appliquent partout, y compris dans les pays européens. Une fois que quelqu'un est sanctionné, tout le monde est censé... Ce sont les sanctions indirectes, d'ailleurs, qui posent des problèmes. Les sanctions américaines qui sont très importantes. Vous étiez présente à la cérémonie, à certaines cérémonies d'inauguration de Donald Trump, Salomé Zourabichvili. Vous avez rencontré d'ailleurs Donald Trump à Paris, puis vous avez vu des membres de son administration à Washington en insistant sur les intérêts d'ailleurs américains en Géorgie, dans les grands ports de la mer Noire qui pourraient tomber dans les mains chinoises. Les USA peuvent vous aider encore plus. Je pense que les États-Unis, si on croit et si on suit ce qu'est l'annonce de la politique américaine de la nouvelle administration, c'est une Amérique forte. Si l'Amérique est forte, elle ne peut pas accepter d'abord qu'un petit pays de 3,7 millions défie les États-Unis avec une rhétorique très anti-américaine, anti-occidentale, jusque-là en tout cas. Maintenant, ils essayent un petit peu de jouer la danse du ventre pour Trump, mais... Et surtout, la Géorgie a commencé sous le rêve géorgien et de façon accélérée ces derniers mois à faire venir les Chinois, à signer un accord stratégique de partenariat stratégique avec la Chine. Les négociations dont personne ne sait rien parce qu'elles ne sont pas transparentes, mais sont en cours sur le port d'Anaklia, qui est le grand projet sur la mer Noire, ainsi que sur le second aéroport où il semble bien que les Chinois soient en train de devancer ADP, qui était l'un des candidats les plus probables avant. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser les Américains indifférent. Oui, le Premier ministre du rêve géorgien vient de dire, en effet, vous avez dit, il fait la danse du ventre au nouveau président américain, Irakli Kobakidze, mais il dit, finalement, nous sommes sur les mêmes, nous sommes ravis d'avoir un alignement sur les valeurs de l'administration du nouveau président. Il pense bien sûr à la façon dont il s'est attaqué aux personnes LGBT ou de la société civile, oui, tout etc. à fait. Les valeurs, sauf qu'il a été assis à côté du représentant du Hamas en Iran, et qu'il est félicité tous les 2 jours par tantôt Poutine, tantôt les autres membres du leadership russe. Ses amis ne sont pas vraiment les amis des Américains, ce sont les Chinois, les Iraniens, les Russes. Et donc je ne pense pas qu'il suffise de jouer avec la soi-disant proximité idéologique qui est un pur paravent pour permettre de renouer les fils avec les Américains après avoir véritablement eu une rhétorique anti-américaine que l'on n'a jamais entendue en Géorgie, alors que pendant 30 ans, la Géorgie a été, si les institutions ont été construites, si on a une armée, c'est grâce aux Américains, si on a des institutions, c'est grâce aux Européens. Et ce régime, depuis 2 ans, depuis la guerre en Ukraine pratiquement, ne cesse de tourner le dos à nos Les institutions, partenaires. grâce aux Européens, précisons pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, effectivement, environ 85 millions d'euros destinés à soutenir les services gouvernementaux et donnés par l'Union européenne, premier donateur chaque année. Donc, ce sont des sommes très importantes. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Et nous étions le premier récipiendaire d'aide américaine par tête. Voilà. C'est pas rien. Qu'est-ce que vous attendez précisément des Européens, alors que, par exemple, c'est un autre Donald Tusk, qui lui est en Pologne, très en soutien de l'Ukraine, qui vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que vous en attendez du bien? Parce qu'avant, c'était un certain Viktor Orban qui ne vous voulait pas du bien. D'ailleurs, il est allé reconnaître les résultats de l'élection chez vous. Le lendemain matin. Voilà. Oui, alors non, pour nous, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, que la présidence soit prise par la Pologne, qui est l'un des pays qui soutient la Géorgie et son parcours européen depuis toujours pratiquement, et son indépendance, parce qu'on a des cheminements qui sont très parallèles. On a connu la même histoire, donc il y a une très grande complicité, je dirais, avec la Pologne, de la même façon qu'avec les pays baltes. Le soutien de la France a été très marqué par Emmanuel Macron et par ses déclarations, comme on n'avait jamais vu, dont un discours destiné directement aux Géorgiens qui a été très apprécié. Donc, du point de vue des pays, et nous avons maintenant un groupe d'amis de la Géorgie, de parlementaires, qui a été constitué, dans lequel il y a à la fois des Américains
et des Européens et qui est très actif. En revanche, les institutions européennes, donc la Commission et le Conseil sont un peu en retrait. Oui, ils ont été en retrait. On gelait les fonds pour l'instant parce que vous vous éloignez du chemin européen. On gelait effectivement 121 millions d'euros de financement. Et doivent les retransférer sur la société civile. Donc après, il faut voir comment ça va être fait. Mais les institutions européennes, effectivement, ont été gênées dans une politique plus nette par la Hongrie et le fait que la Hongrie a bloqué, par exemple, la décision sur les sanctions. On va voir ce que va faire la Hongrie au prochain Conseil européen. Est-ce qu'elle sera aussi active ou pas ? En tout cas, c'est un vrai défi pour la politique européenne. Même si les Européens individuellement prennent des sanctions, le défi, c'est de savoir si l'Union européenne veut avoir une politique étrangère. Elle ne peut pas laisser faire ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie, pays, encore une fois, qui est candidat à l'Union européenne, sans montrer qu'elle a des instruments pour réagir à cette situation. Il y a un autre sujet qui défie l'Union européenne, et c'est le sujet des élections. Parce que si l'Union européenne ne regarde pas de quelle façon la Russie, n'arrivant pas au succès et à l'objectif souhaité en Ukraine par la voie militaire, est en train de chercher une stratégie de rechange par la voie d'une stratégie hybride qui utilise notre démocratie, qui vise donc les élections. Et c'est ce qu'on a vu en Géorgie, en Roumanie, en Moldavie, où les élections ont été sauvées par la diaspora. Et on n'a pas d'instrument pour véritablement observer les élections et les observer à l'avance pour voir quel type de manipulation est en train de se mettre en place. Merci Salomé Zourabichvili d'avoir été en notre compagnie. Merci Madame la 5e présidente de Géorgie d'avoir été avec nous à Paris aujourd'hui. Vous restez bien sûr sur France 24 et Radio France Internationale sur nos 2 antennes. L'actualité continue.